Il n'y a que 15 personnes, dit Aurore en faisant tournoyer son verre de vin comme si la conversation l'ennuyait déjà. Elle ne me jeta même pas un coup d'œil, feuilletant simplement la brochure traiteur qu'elle avait apportée, s'arrêtant de temps en temps pour souligner un point. Et bien sûr, vous serez l'hôte. Les mots tombèrent comme des miettes sur un sol propre. Attendu, irréfléchi, familier. Je ne répondis pas. Pas quand elle me fit glisser le menu avec les prises entourées et les articles barrés au stylo rouge. Pas quand elle marmonna quelque chose à propos de l'allergie aux noix de sa mère, comme si c'était aussi ma responsabilité de gérer ça. Et même pas quand elle se renversa en arrière avec un soupir maîtrisé et ajouta « Les enfants de mon frère détestent les hôtels, alors on aura besoin des chambres d'amis. » Je bus une longue gorgée d'eau, fraîche, calme, mesurée, et reposai le verre sur son dessous de verre. Puis je souris. Parfait. Je pars en voyage. Tu peux te débrouiller. Emmerin se figea, les doigts toujours enroulés autour du pied de son verre, la bouche entr'ouverte, comme si j'avais mal prononcé un mot dans une langue qu'elle pensait comprendre. Je suis désolée. Ce qu'elle a finalement dit, d'une voix plus faible maintenant. Pas faible, juste hésitante. Elle n'avait pas l'habitude d'être en désaccord avec ses paroles. Je serai absent du 22 décembre au jour de l'an, ai-je dit d'un ton neutre. Alors, toi et tes 15 invités, faites ce que vous voulez. Le silence qui a suivi était épais, ni de colère, ni de douleur, juste de stupeur, comme si quelqu'un avait laissé tomber un plateau dans une pièce silencieuse. Je me suis levée, doucement repoussée sur ma chaise, et j'ai commencé à débarrasser les assiettes. Elle n'a pas proposé son aide. Elle ne l'a jamais fait. Mais maintenant, elle ne parlait même pas. Derrière moi, je la sentais m'observer, essayant de comprendre, attendant la chute, les excuses, l'adoucissement qui venait toujours. Mais je ne me suis pas retournée. J'ai rincé la vaisselle et séché mes mains sur la serviette que je gardais pour la présentation. La différence ne résidait pas seulement dans ce que je disais. C'était dans le fait que je le pensais vraiment. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas coupable. Même pas un peu. J'adorais Noël. À l'époque, Emma appelait 2 semaines à l'avance, d'une voix douce, presque timide. « Maman Erneza, est-ce que ça te dirait qu'on apporte le dessert? Peut-être qu'on resterait une nuit ou 2. » À l'époque, Nolan proposait encore de l'aider à décharger la voiture, même s'il ronchonnait. Il m'embrassait sur la joue et disait « Ça sent Noël ici, maman !» avant de disparaître dans le salon pour rallumer le feu ou jouer avec les enfants. Ces fêtes n'étaient pas parfaites, mais elles semblaient méritées, partagées. Puis, petit à petit, quelque chose a changé. Les invitations se sont transformées en attentes. « Ça te dérangerait » s'est transformé en « il faudra ». L'aide a cessé d'arriver, mais les invités ont doublé. Les compliments sont restés publics et le travail est resté le mien. L'année dernière, j'ai rôti 2 viandes, préparé 6 accompagnements, préparé 3 desserts parce qu'Aurore ne voulait pas se stresser avec la pâtisserie tout en gérant ses commandes en ligne. J'ai gardé les enfants pendant qu'ils faisaient les courses de dernière minute. J'ai fait le ménage pendant qu'ils buvaient du cidre épicé. Et après, ils ont posté une photo brillante, tout sourire assorti à la flanelle, avec la légende « Moment en famille chez maman ». Pas une seule mention de la femme derrière l'appareil photo, derrière le four, derrière l'effort. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri quand ils m'ont serré dans leurs bras pour me dire au revoir, hochant la tête comme la bonne mère que j'étais censée être. Cette année, le message groupé est arrivé mi-novembre. 15 personnes pour Noël. Merci d'avance, Ernesta. Tu es la meilleure. Pas de point d'interrogation. Pas de pause pour me demander si j'étais bien, fatiguée ou intéressée. Ils ont supposé que j'accueillerais, parce que je l'ai toujours fait. Et quand quelqu'un fait le travail assez discrètement, assez longtemps, les gens cessent de le considérer comme un effort. Ils appellent ça une tradition. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fermé le message, coupé le son de la discussion et ouvert un nouvel onglet de navigateur. Vol, chalet, location de voiture. Je n'avais pas encore de destination, mais j'avais pris ma décision.
Et quand j'ai commencé à compter tout ce que j'avais fait pour eux au fil des ans, je n'ai plus pu m'arrêter. Ils oublient que je sais compter. Aussi. Peut-être pas dans des tableurs ou des applications de gestion budgétaire sophistiquées, comme celles qu'utilise Emma, mais dans ma mémoire. Une mémoire silencieuse et précise. 4800. C'est ce que je leur ai prêté quand leur système de chauffage est tombé en panne au printemps dernier. Pas de contrat, pas d'intérêt, pas de date limite. Juste un chèque manuscrit et un chèque cadeau. 1200 $. L'argent que j'ai glissé dans la poche du manteau de Nolan la semaine où Henran a ouvert sa boulangerie juste pour l'aider à payer la farine et le loyer. Je ne l'ai jamais récupéré et je ne l'ai jamais demandé. Et puis il y a le babysitting. Des dizaines d'heures, facilement. À surveiller deux bambins fatigués qui font l'heure pendant qu'ils se ressourcent lors de dégustations de vin et dans les chalets d'amis. Je les ai nourris, baignés, bercés, chantés pendant qu'ils postaient des boomerangs de coucher de soleil et se lisaient « Week-end ». Ils ne s'en souviennent pas, car je ne les ai jamais faits. Je n'ai jamais dit que tu me devais quelque chose. Et c'est là que j'ai fait erreur. Parce que la semaine dernière, alors qu'on discutait du menu de Noël, Henran a levé les yeux de son téléphone et m'a dit « N'exagère pas sur la nourriture cette année. On a un budget serré. » Notre budget, comme si je faisais partie de l'équation. Comme si je n'avais pas couvert la dinde, le jambon, les tartes chaque année. Cette phrase ne m'a pas blessée. Elle a clarifié les choses. Ils veulent ma maison, ma table, mon travail, ma chaleur, mais pas moi. Ni ma présence, ni mon réconfort, ni même mon avis. Juste ce que je peux leur donner discrètement et sans merci. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Pas de drame. Pas de cris, juste moi devant mon ordinateur avec une tasse de café et une barre de recherche vide. Chalet d'hiver tranquille, Arizona. Quelques clics, une réservation. Du 22 décembre au 1er janvier. Pas d'invité, pas de liste, juste 10 jours d'air frais sans attente. J'ai fermé l'ordinateur, fini mon café et plié le ticket de caisse dans un tiroir. C'était le premier achat que je faisais depuis des années sans justification. Et je savais déjà que ce ne serait pas le dernier. Je ne suis pas partie en cachette. Je n'ai juste pas fait de discours. J'ai imprimé leur message de groupe, celui avec l'hypothèse, soigneusement glissé entre des émojis et des points d'exclamation. 15 personnes pour Noël. Merci d'avance, Erneza. Tu es la meilleure. Je l'ai plié une fois et glissé dans une simple carte blanche. Sans fioritures, sans paillettes, juste de la place pour la vérité. Au dos, d'une écriture ferme, j'ai écrit « Cette maison sera inoccupée du pont 22 au pont de Jonah. Je te souhaite chaleur, nourriture et souvenirs joyeux où que tu choisisses de te rassembler, Ernesta. » Pas de sarcasme, pas de culpabilité, juste des faits. Je l'ai collé sur le côté de la boîte aux lettres, au bord de l'allée, face à la rue. Juste assez haut pour qu'Erin ne puisse pas prétendre qu'elle lui avait manqué. Juste assez bas pour que Nolan doive se pencher légèrement, se baisser un peu pour lire. J'ai verrouillé toutes les portes, débranché la cafetière, mis le thermostat en mode absence. Puis j'ai traversé la maison une dernière fois, non par nostalgie, mais par lucidité. Pas de guirlande sur la rampe d'escalier cette année. Pas de bougies parfumées au pain. Pas de chaises pliantes remontées du sous-sol. Pas de menu planifié. Pas de linge de maison supplémentaire. La table à manger était vide, le four froid. J'ai glissé ma valise dans le coffre et, après un dernier regard vers la maison qui avait accueilli des dizaines de personnes, dont beaucoup n'avaient même pas pensé à dire merci, je suis montée dans la voiture. La lumière du Porsche restait éteinte. Qu'il cherche le code du portail à tâtons. Qu'il reste dehors à se demander pourquoi les lumières ne s'allumaient pas. J'ai réglé le volume sur une station qui diffusait de la soul classique. J'ai entrouverte la vitre et j'ai traversé les premiers virages de mon quartier tranquille, longeant des pelouses peuplées de Père Noël gonflables et de rennes clignotants, pour rejoindre la route et l'air libre qui ne sentait pas l'obligation. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient plus tard, inventer n'importe quelle histoire, mais je connaissais la vérité, et elle était imprimée, scotchée, et les attendait dans la boîte aux lettres. Ils ne pensaient pas que je le pensais. Pas vraiment.
Jusqu'à ce qu'ils arrivent dans leur SUV surchargé, les enfants à moitié endormis, le coffre plein de barquettes et de sacs de voyage achetés en magasin. Jusqu'à ce qu'ils voient la lumière du Porsche éteinte. Les fenêtres sombres, le portail verrouillé. C'est là que les messages ont commencé. Le nom de Nolan a d'abord illuminé mon écran. Maman, où es-tu? Tu vas bien? Je l'imaginais debout, les sourcils froncés devant son téléphone, déjà irrité par le trajet, essayant d'empêcher les enfants de se battre sur la banquette arrière, tandis qu'Oran se tenait à côté de lui, les bras croisés. Puis ces messages arrivèrent. Portail verrouillé. On est là avec de la nourriture et des enfants. Que se passe-t-il? Tu as oublié qu'on arrivait? Vérifie ton téléphone. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. Puis le ton s'est accéléré. Plus sec. Ce n'est pas drôle. Tu fais une scène. C'est égoïste. Égoïste. Encore ce mot. Après 3 décennies à dire oui à tout, oui à cuisiner, oui à garder les enfants, oui à rester tard, à ranger après le départ de tout le monde, à ravaler mes paroles pour que la paix puisse s'installer à table. Ils appelaient ça de l'égoïsme. J'ai décroché le téléphone, lu le fil une fois, puis l'ai posé face cachée dans le tiroir de la table de nuit. Devant la cabane, des pins s'étendaient vers un ciel qui commençait à prendre une teinte orangée sous le soleil de fin d'après-midi. Quelque part, un oiseau siffla. Quelque chose de petit fila à travers les feuilles. Le monde se fichait que j'ai dit non. Il ne me traitait pas d'égoïste. Il ne s'attendait pas à ce que je serve. Il me laissait tranquille. Je m'assis près de la fenêtre, les mains serrées autour d'une tasse chaude, et laissai le silence s'installer profondément en moi. De retour à la maison, peut-être faisait-il les 100 pas, appelait-il les voisins, réécrivait-il déjà l'histoire pour être les laissés pour compte, les lésés, les désorientés. Mais la carte était toujours collée à la boîte aux lettres. Claire, calme, définitive. Ils n'ont pas pu dire que je ne leur avais rien dit. Ils refusaient simplement de croire que je le pensais enfin. Je ne savais pas où ils avaient atterri jusqu'à ce que Léona appelle. Elle habite en face, du genre à toujours remarquer que les poubelles ne sont pas sorties ou que la lumière du Porsche n'est pas allumée depuis des jours. Ils sont chez le frère d'Emma, a-t-elle dit. Toute l'équipe. Ça a dû être un service de dernière minute. J'entendais l'amusement dans sa voix, le genre d'amusement qu'il faut adoucir quand on parle à quelqu'un qu'on pense blessé. Mais je n'étais pas blessé. Même pas curieux, en fait. J'ai quand même demandé, « Comment sais-tu qu'un des enfants a laissé sa veste sur ma pelouse ?» a-t-elle demandé. Je me suis approchée, bon, j'en ai vu assez. Je me suis imaginé facilement. Une cuisine étroite. Une de ces cuisines en longe où on ne peut pas ouvrir le réfrigérateur et le four en même temps. Trop de voix essayant de prendre les choses en main. Pas assez de chaises. Une cuisinière inconnue à la chaleur instable. Léona raconta qu'Oran avait essayé de rôtir la dinde d'elle-même. Elle était belle à l'extérieur, mais crue comme un lac de janvier à l'intérieur. Ils finirent par la découper au centre et la qualifièrent de rustique. 3 adultes dormaient sur un matelas pneumatique qui s'aplatissait à minuit. Quelqu'un avait oublié la glace. Un autre apportait des plats froids à emporter que personne n'a touché. Ils se disputèrent pour des cuillères de service, mais personne ne parla de moi. Ni à voix haute, ni sincèrement. Ils disaient que j'étais malade, que j'étais dépassée, que j'avais besoin de repos, comme si le repos était quelque chose qu'ils m'avaient déjà accordé. Ils ne disaient pas que j'allais bien, ni que j'avais réservé un voyage des mois auparavant, ni que j'avais laissé une carte bien en vue avec tous les détails. Non, ils la réécrivirent parce que la vérité, que j'avais choisi de ne pas recevoir, de ne pas donner, de ne pas me surmener pendant une année de plus, était trop gênante, trop perturbante pour l'image qu'ils avaient de moi. Alors ils m'ont effacé de l'histoire. Mais même sans mon nom au générique, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner la journée. Et Léona dit, honnêtement, je n'avais pas du tout l'impression que c'était Noël. L'air de l'Arizona était sec et immobile, comme si le monde s'était arrêté juste assez pour me laisser respirer pour une fois. Le chalet était petit. 2 pièces,
Une véranda et un chauffage qui cliquaient toutes les heures, mais c'était suffisant, plus que suffisant. Une chaise qui ne grinçait pas. Un lit qui ne portait que le mien. Une fenêtre qui encadrait le matin comme un tableau. Je me suis contentée de café instantané, d'une tasse du panier de bienvenue et d'une couverture parfumée au pain que j'avais acheté à la station-service du drive-in. Ça sentait la nostalgie et quelque chose de nouveau à la fois. Le matin de Noël, je suis allée au restaurant juste à côté de la route. La serveuse a à peine levé les yeux quand j'ai commandé. J'ai juste glissé une assiette en carton sur le comptoir avec un roulé à la cannelle chaud, encore collant et moelleux. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé un faucon voler au vent au-dessus des falaises rouges. Pas en cercle, juste à la dérive. Pas d'enfants qui crient, pas de tas de plats. Pas de questions sur les allergies, les préférences ou les minuteurs. Le bruit des chaises raclant le sol ne m'a pas manqué, ni l'attention derrière le sourire d'hôtesse parfait d'Emma, ni le moment où Nolan jetait un coup d'œil à son téléphone pendant Grèce. Je n'ai rien manqué. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré une fois. Une seule fois, Nolan. Tu nous as vraiment laissé en plan. Ça ne te ressemble pas. J'ai fixé l'écran un long moment. Il avait raison. Ce n'était pas moi. Pas la mère à laquelle ils étaient habitués. Pas la femme qui restait pour remplir les assiettes et ravaler sa fatigue, mais peut-être que cette femme jouait un rôle depuis bien trop longtemps. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement retourné le téléphone et laissé le soleil me réchauffer les mains. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche, emmitouflé dans cette couverture de station-service, les étoiles plus brillantes que je n'en avais vues depuis des années. Je n'avais pas prévu de nouvelles traditions. Je n'avais pas cherché à me venger. J'avais simplement choisi le silence et découvert qu'il m'attendait depuis toujours. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Nolan. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Je ne l'évitais pas. Je ne me pressais plus. Sa voix était chaleureuse au début. Répétition. Tu as manqué aux enfants. Tu sais, j'ai failli me laisser atteindre. Presque. Mais il a ajouté avec ce petit rire qu'il utilise quand il veut rejeter la faute sur quelqu'un. La prochaine fois, préviens-nous plus tôt pour qu'on puisse s'organiser en fonction de ton humeur. Mon humeur? Comme si ce que j'avais fait, réserver un voyage, prendre du recul, dire non, n'était pas un choix, mais une poussée, un contretemps, un manque d'hygiène émotionnelle, pas une limite, pas une ligne tracée dans le sable longtemps ignorée, juste quelque chose qu'il devait gérer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'entendais combler le silence à l'autre bout du fil, la vaisselle qui claquait, un enfant qui appelait en arrière-plan. La vie continuait. Enfin, on aurait pu juste dire qu'on avait besoin d'espace. Je l'avais fait à ma façon. La carte sur la boîte aux lettres, le portail verrouillé, le silence, qui avait parlé plus fort que n'importe quelle liste de griefs. Mais ce qu'il voulait, c'était autre chose. Il ne voulait pas de compréhension. Il voulait du réconfort. Il voulait que je me sente suffisamment mal pour que ce soit plus facile la prochaine fois. Je suis restée silencieuse. Ni froide, ni en colère, juste silencieuse. Parce que j'avais passé trop d'années à confondre culpabilité et amour. Trop de fêtes à simuler la chaleur pour que les autres n'aient pas racréé les leurs. Qu'ils me manquent. Qu'ils planifient mieux. Qu'ils se demandent pourquoi c'était différent cette année. Je n'avais pas besoin d'expliquer que ce qu'ils appelaient l'humeur, c'était en fait moi qui reprenais enfin mon temps. Je suis contente que les enfants aillent bien, ai-je simplement dit. J'espère qu'ils ont passé un bon Noël. Je l'entendais essayer de rediriger l'appel vers la sérénité, mais j'étais déjà ailleurs. Au-delà du scénario, au-delà de la culpabilité, nous avons raccroché peu après, et j'ai posé le téléphone sur le rebord de la fenêtre, là où le soleil tardif éclairait le bord de l'écran. Je ne me sentais pas triomphante, juste lucide. Et la lucidité, il s'est avéré, était plus forte que les excuses. En janvier, j'ai vidé le garage. Ni dans l'agitation, ni dans un accès de colère, juste un carton à la fois. J'ai ouvert chaque bac, fouillé les guirlandes ébréchées et les guirlandes cassées qui ne fonctionnaient plus depuis des années. J'ai gardé l'ange en bois que Nolan avait fabriqué en CE1.
Tout le reste avait disparu, les tables pliantes avaient été données. Ils ne sortaient que pour leurs fêtes, leurs invités, leur confort, le linge de maison emballé et déposé dans un refuge par un mardi matin tranquille. Les bacs de décoration de Noël ont été donnés à une brocante à l'église. Je n'en ai rien dit, je n'en ai parlé à personne, car ce n'était pas pour eux. C'était pour l'espace, pour l'air, pour le bourdonnement silencieux d'un garage qui ne supportait pas le poids des attentes. Je n'étais pas en colère, juste épuisée. Assez d'attendre d'être apprécié après coup. Assez de conserver des choses pour des gens qui n'en voyaient la valeur que lorsque je refusais de les utiliser. Assez de plier des serviettes en éventail et de prétendre que c'était de l'amour. Les semaines ont passé. La vie a continué. Puis, un après-midi, alors que je parcourais mon téléphone sans réfléchir, je l'ai vue. Une photo sur le fil d'actualité d'Email. Elles se tenaient seules dans leur cuisine fraîchement repeinte, les bras croisés, sans sourire. La légende disait, « Cette année m'a appris à ne compter sur personne. » Je l'ai fixé un long moment. Puis j'ai souri. Parce que j'avais appris la même chose. Et pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin de la corriger. Qu'elle garde son histoire. Elle n'avait pas remarqué que je ne les avais pas invités à Pâques, que je ne leur avais pas rappelé leurs anniversaires, que je n'avais pas donné suite à la vague proposition de Nolan de passer un jour. Ils étaient trop occupés à s'adapter à leur nouvelle dynamique, à une absence qu'ils ne pensaient pas durer. Mais je n'attendais pas. Je plantais des herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre, repeignais la chambre d'amis, préparais le café du matin en silence. Non pas par dépit, mais par souci de clarté. J'avais été si fiable pendant si longtemps qu'ils avaient pris cela pour une obligation. Maintenant, ils allaient devoir apprendre la différence. Pâques était arrivé et passé. Je me suis fait une petite tarte, j'ai mis la table avec une assiette et j'ai mangé en silence. Pas le silence solitaire. Le silence qui survient une fois que le bruit s'est estompé et qu'on réalise à quel point il était insignifiant. Puis la fête des mères. Pas d'appel, pas de carte, juste une photo sur les réseaux sociaux. Nolan et Henran souriaient sur une côte rocheuse du Maine, balayée par le vent et insouciant. La légende disait, Muck n'avait besoin de se ressourcer en famille. Je ne me sentais pas oubliée. Je me sentais libre. À la fin de l'été, j'ai rejoint un groupe de randonneurs qui se réunissait tous les samedis matins. De vraies personnes, de vrais rires, pas de textos groupés avec une fausse gratitude. On ne parlait pas de cassolettes ni de plaintes. On parlait de dénivelé, de genoux douloureux, de bonnes chaussettes. En septembre, j'ai réservé un autre chalet. Celui-ci, plus au nord, près d'un lac. Poêle à bois, pas de Wi-Fi. Je l'ai noté sur mon calendrier en rouge. Puis novembre est arrivé. Un matin frais, Nolan m'a envoyé un texto. Tu viens toujours pour Noël, n'est-ce pas? Pas de salutation, pas de point d'interrogation au début. Juste une supposition enveloppée d'une douce attente, comme toujours. Je l'ai lu une fois, puis relu, et j'ai simplement tapé non, mais j'espère que tout se passera bien. Pas d'explication, pas d'excuse. Il n'y avait rien à expliquer, et encore moins à regretter. Je ne suis pas partie pour les punir. Je suis partie parce que j'ai finalement compris qu'ils ne remarquaient pas vraiment ma présence. J'étais le repas, l'organisation, la musique d'ambiance et les serviettes propres, mais pas l'invité, pas le cœur. Et une fois qu'on a compris ça, on ne recommence plus à faire semblant. Alors, je ne l'ai pas fait. Ce Noël, je serai de nouveau dans un chalet avec mon café, ma couverture, un livre de bibliothèque avec les gribouillis de quelqu'un d'autre dans les marges. Et peut-être qu'ils publieront une autre photo. Peut-être qu'ils diront, ce n'était pas pareil cette année. Mais je ne regarderai pas, car quand on arrête de jouer, on commence à vivre. Et j'ai beaucoup de vie.